L'investissement peut souvent sembler accablant et complexe, ce qui explique que de nombreuses personnes ne commencent jamais, et ratent de précieuses occasions de se constituer un patrimoine. Cependant, dans le petit livre pour investir avec bon sens, John Bogle, le fondateur de Vanguard, révèle que la constitution d'un patrimoine est en fait simple et accessible à tous. Si vous êtes prêt à découvrir ce livre, n'hésitez pas à vous lancer. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Idée numéro 1, comment se crée la richesse sur le marché boursier? Nous entendons tous parler de personnes qui s'enrichissent grâce aux actions, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment s'enrichit-on sur le marché boursier? En fin de compte, il s'agit d'un concept appelé « fonds propres ». En termes simples, les fonds propres représentent la valeur de la propriété d'un actif. Sur le marché boursier, les fonds propres sont représentés par des actions, qui sont essentiellement de petites participations dans une entreprise. Lorsqu'une personne achète une action, elle achète essentiellement une fraction de l'entreprise, et à mesure que l'entreprise se développe, sa richesse augmente également. Les actions permettent de gagner de l'argent de trois manières principales. La croissance des bénéfices, les dividendes, et la spéculation. La rentabilité d'une entreprise a un impact considérable sur le cours de ses actions. Si une entreprise enregistre régulièrement une hausse de ses bénéfices, le cours de ses actions est susceptible d'augmenter. Toutefois, cela n'est pas toujours visible à court terme en raison de la volatilité des actions, mais au fil du temps, une entreprise qui augmente régulièrement ses bénéfices voit généralement le cours de ses actions augmenter, ce qui profite aux actionnaires. Souvent, les entreprises partagent leurs bénéfices avec les actionnaires en leur versant un dividende, c'est-à-dire une partie des bénéfices qu'elles ont produits. Les dividendes ajoutent des liquidités à tout portefeuille, et peuvent stimuler la croissance, s'ils sont réinvestis. Certains investisseurs capitalisent sur les fluctuations des prix du marché pour réaliser des profits rapides, bien que les traders sophistiqués aient souvent accès à des modèles et des données inaccessibles à la plupart d'entre eux. Cette approche est très risquée pour les investisseurs moyens, qui pourraient trouver plus efficace de se constituer un patrimoine en investissant dans plusieurs actifs à la fois, plutôt qu'en sélectionnant des actions individuelles. Les fonds communs de placement et les fonds indiciels sont deux moyens populaires d'y parvenir. Numéro 2, les fonds communs de placement et les fonds indiciels. Les fonds communs de placement et les fonds indiciels sont similaires en ce sens qu'ils permettent aux investisseurs d'acquérir une variété d'actions et d'investissements en un seul achat. Toutefois, il existe des différences essentielles qu'il est important de comprendre. Un fonds indiciel est un portefeuille d'investissement qui suit généralement un large segment du marché, comme le S&P 500, qui suit les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, ou un indice de marché total qui couvre l'ensemble du marché boursier. Cette approche permet aux investisseurs d'éviter d'avoir à effectuer une analyse technique complexe pour sélectionner des sociétés individuelles, ce qui peut s'apparenter à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. L'achat d'un fonds indiciel, en revanche, revient à posséder la totalité de la botte de foin. C'est pourquoi les fonds indiciels sont généralement gérés de manière passive, car ils englobent déjà une grande partie du marché, ce qui rend inutile toute négociation active de la part des gestionnaires de fonds. En revanche, les fonds communs de placement sont des portefeuilles gérés activement qui investissent dans une série d'actions, mais généralement pas autant que les fonds indiciels. Les gestionnaires de ces fonds sélectionnent, analysent, et négocient les actions au sein du fonds pour tenter d'améliorer ses performances. L'une des principales différences entre les fonds indiciels et les fonds communs de placement est que, les premiers évoluent avec le marché, tandis que les seconds visent à le surpasser. Bogle affirme que le fait de détenir un large segment du marché ou l'ensemble du marché, et de le conserver à long terme, peut en fait être le meilleur choix. Numéro 3, les frais sont importants. Imaginez que vous ayez travaillé dur, et que vous ayez réussi à épargner et à investir 100 000 $. Sur 25 ans, avec un rendement modéré de 6% du marché, votre argent atteindrait 430 000 $, ce qui n'est pas si mal pour un effort supplémentaire minime. Mais si vous investissez dans un fonds commun de placement dont les frais de gestion s'élèvent à 2%, ces frais apparemment minimes peuvent avoir un impact considérable. Au lieu de vous retrouver avec 430 000 $ après 25 ans, vous n'auriez plus que 260 000 $. En effet,
des frais de 2% prélevés annuellement réduiraient la valeur finale de votre portefeuille de près de 40%. Tout comme les investissements, les frais s'accumulent au fil du temps, et peuvent éroder la valeur à long terme de votre portefeuille. Monsieur Bogle explique que le fonds commun de placement moyen a un ratio de frais d'environ 1,3%. Cela signifie que pour 100 millions de dollars gérés, 1,3 million sert à couvrir les frais d'exploitation tels que la rémunération des gestionnaires, des employés, et les coûts des installations, ce qui laisse 98,7 millions de dollars pour les investissements proprement dits. Ces frais s'appliquent chaque année, que le fonds soit bénéficiaire ou non. En revanche, le fonds indiciel moyen a un ratio de frais beaucoup plus bas, de 0,1%, et certains fonds indiciels de qualité ne dépassent pas 0,04%. Cela signifie que pour 100 millions de dollars investis, seuls 40 000 dollars sont consacrés aux frais, 99,96 millions de dollars étant consacrés aux investissements proprement dits. Cependant, il existe un autre danger potentiel pour votre patrimoine si rien n'est fait. Numéro 4, l'impact des impôts sur votre patrimoine. Les frais de gestion d'un portefeuille peuvent atteindre jusqu'à 2% par an, mais les impôts peuvent prendre une part beaucoup plus importante, jusqu'à 37%. C'est pourquoi les personnes fortunées s'efforcent de minimiser les impôts, ainsi que les frais, afin de permettre à leur croissance composée de se poursuivre sans entrave, et de constituer un patrimoine substantiel. L'un des principaux problèmes de la plupart des fonds communs de placement est qu'ils sont gérés activement, ce qui signifie que les actions sont fréquemment achetées et vendues, souvent au cours d'une même année. Cela entraîne une charge fiscale, car tout actif vendu au cours d'une année est imposé au taux d'imposition ordinaire, qui peut atteindre 37% au niveau fédéral, en fonction du revenu. Comme la plupart des gens le savent, les impôts sont payés lorsqu'un actif est vendu. Bogle affirme que les fonds indiciels offrent une meilleure alternative, car ils sont gérés passivement, et ne négocient pas fréquemment les actifs. Cette approche permet de minimiser les événements fiscaux, et de maintenir l'investissement largement à l'abri de l'impôt. La plupart des investisseurs en fonds indiciels ont tendance à conserver leurs actions indéfiniment, et s'ils décident de les vendre plus tard, ils paient généralement un impôt sur les plus-values. En fonction du revenu, cet impôt est généralement de l'ordre de 15%, ce qui est nettement inférieur à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les plus-values s'applique lorsqu'un actif détenu depuis plus d'un an est vendu. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs fortunés ont recours à l'endettement pour éviter cet impôt. Vous vous demandez peut-être si les frais liés aux fonds communs de placement sont justifiés par les rendements élevés. Numéro 5, les chances de gagner. Lorsqu'on investit dans des fonds communs de placement gérés activement, on espère qu'avec des investisseurs professionnels qui les gèrent, ces fonds surperformeront le marché, et que les rendements plus élevés amortiront les coûts de gestion. Mais si nous examinons les données historiques, nous constatons que la majorité des fonds communs de placement ne parviennent pas à égaler le marché sur le long terme. En fait, sur les 355 fonds communs de placement recensés entre 1970 et 2016 aux États-Unis, 281, soit environ 80%, n'existent plus. En outre, moins de 10% des fonds communs de placement ont dépassé le marché de 1%, et seuls 3% environ ont affiché des rendements supérieurs au marché de manière constante au fil du temps. En revanche, les fonds indiciels ne ferment pas, car leur objectif n'est pas de battre le marché, mais de l'égaler. Si les fonds communs de placement présentent tant d'inconvénients par rapport aux fonds indiciels, pourquoi les gens continuent-ils à investir dans ces fonds? Selon Bogle, la réponse se trouve dans le marketing. Les courtiers en fonds communs de placement mettent souvent en avant les chiffres bruts, affichant un rendement de 11%, ce qui semble impressionnant, puis ils ajoutent une petite commission de gestion de 2%, ainsi que des frais de vente et des taxes. Ce qu'ils ne soulignent pas, c'est l'impact de ces coûts sur les rendements à long terme. C'est aux investisseurs de le découvrir. La conclusion de Bogle, avec un peu de bon sens, est que les fonds indiciels constituent la stratégie la plus simple et la meilleure, en particulier pour l'investisseur moyen. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement axé sur la valeur, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le résumé du livre « L'investisseur intelligent » que Warren Buffett considère comme le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit. Je vous laisserai le lien dans la description. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.